Alors, nous sommes en live. Bonsoir à tous. Bonsoir Basma. Bonsoir Fred. Voilà, Bonsoir tout le monde. j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver. Donc ce soir, alors on va retirer la petite bannière. Hop. Ce soir, on est Bien comme ça. sur le Fred Talks. Deuxième fois qu'on met la bannière. On s'habitue petit à petit, doucement. Et donc ce soir, nous avons Basma avec nous. Et on va parler de plein de choses avec Basma, notamment de la prise de parole en public, mais pas que. On va parler aussi de la peur qui est derrière la prise de parole, mais aussi au-delà de la prise de parole, parce que Basma est une experte et une hypnothérapeute, c'est comme ça qu'on dit, Basma. Ouais, vous Voilà, faites une hypnose ou... voilà, et coach de vie aussi. Et Basma, voilà, a pu écrire des livres. Alors, je vais vous présenter le Ouais, livre. alors, le deuxième, il n'est pas encore fini. Voilà. Donc, le livre, tu veux nous dire quelques mots sur ton livre, Basma, ou c'est encore un peu tôt? Ouais, je dirais plutôt c'est encore un peu tôt parce qu'il y aura pas mal de surprises ce soir. Il y a pas mal de surprises. Alors, je vérifie qu'on est bien en live déjà. Je sais pas Ouais. si tu as regardé de ton côté. Je vais voir si Je tout vais se passe. regarder de mon côté, je vais aussi repartager peut-être le lien. Ok, donc là, c'est bien. C'est en train de marcher. Je rentre dessus. Ok. Je suis dans le live, mais je sais pas. Je vois pas la vidéo quand je suis dessus, mais bon. Euh, Ok, bon, on est dedans. ouais, ça y est, on est en live, on est bien en live. On est en live. Ok. Donc, Basma, on va parler de pas mal de choses avec toi. La première question, du coup, on est sur une- un groupe là, sur un ensemble de contenus où où je travaille principalement avec les gens sur la prise de parole en public. Et donc, toi qui travailles beaucoup sur tout ce qui est hypnose et reprogrammation du cerveau aussi, est-ce que Mhm. tu penses que, enfin, dans quelle mesure tu penses que ça peut aider quelqu'un de, de travailler en hypnose ou bien d'avoir certaines clés qu'on peut avoir en reprogrammant son cerveau? Alors ici, je vais commencer par déjà expliquer que quand on a un petit souci ou un problème pour parler en public, on n'a pas cette facilité de parler en public, donc on a cette peur ou on a le trac. En général, donc il y a autre chose qui se cache derrière, donc comme le manque de confiance, comme les peurs, comme la peur d'être rejeté, l'image de soi rentre là-dedans, l'estime de soi. Donc ici, par la programmation, ce qu'on vient faire, donc c'est vraiment d'aller voir ce qui, donc la vraie cause déjà, la Ouais. détecter pour pouvoir la déprogrammer par la suite. Ok. Est-ce que tu penses que, je sais pas, moi j'ai l'impression que souvent dans la peur de parler en public, il y a plusieurs raisons d'avoir peur. Ça peut être par exemple parce que quelqu'un ne maîtrise pas assez bien son contenu, parce qu'il a l'impression que c'est pas assez percutant. Ça peut être parce que il a affaire à un certain type de public, et donc il se dit voilà, c'est tous des experts, c'est tous. Mais est-ce que derrière toutes ces peurs, souvent il n'y a pas la peur du jugement? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres formes de peur qu'on peut avoir que le jugement, ou est-ce que c'est la peur du jugement des autres, bien sûr, ou est-ce que c'est la peur principale dans la prise de parole? Et est-ce qu'on peut, comment on pourrait corriger ça? Je sais pas si tu as des. Oui, je pense que la plus grande peur, c'est la peur de l'échec, la peur de son image face aux autres, donc le fait de ne pas assurer, donc enfin, comment dirais-je, euh, de ne pas assurer donc à ce moment-là, ou par exemple la peur aussi de ne pas assumer, en fait, aussi. De pas Et assumer, c'est-à-dire pas assumer. de ne pas assumer sa présence sur scène, par exemple. Hmm. Et du coup, c'est quoi? C'est des pensées qu'on va avoir qui vont nous saboter à ce moment-là, tu penses? Oui, effectivement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que le mental donc va recevoir des pensées. Donc on va commencer à avoir des pensées, que ce soit de manque de confiance en nous. Donc on va dire oui, mais non, 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 tu vas pas y arriver, tu vas pas pouvoir le faire, tu vas.
Non, mais ton texte, même si tu l'as répété 25 000 fois, tu vas peut-être avoir un blanc et puis tu vas oublier le texte et du coup, tu vas avoir ce trac. Et tu vas dire, donc, je vais jamais me rappeler et tu vas te focaliser là-dessus. Et moi, j'ai assisté en direct donc avec une personne qui a l'habitude pendant des années à faire des textes et tout ça, enfin, à faire des séminaires et des conférences. Et sur scène, il a eu un blanc. Et au fait, pendant, je pense, même 15 minutes, il a vraiment eu un blanc. Il n'a pas trouvé ses mots. Il a complètement oublié. Et, Il était comment il avait ça, il a juste, je dirais, il avait le trac, il avait même plus de salive. Alors que c'est une personne qui est très connue, qui a quand même beaucoup d'expérience là-dedans et tout. Donc, ça peut arriver. C'est juste qu'à ce moment-là, donc il faut pas rester bloqué dans cette pensée qui est je ne vais pas y arriver ou rester focalisé sur ce qui ne va pas à ce moment-là, donc sur le texte que tu as oublié. Il suffit juste au fait, d'être, de oser dire, ok, je l'ai oublié, au fait. ouais, c'est ça. C'est Et là, de cette peur, en fait, d'être critiqué ou ou de mon image devant les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire. Non, c'est vraiment se dire, ok, ça arrive, ça peut arriver. On est des humains, on n'est pas des. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce que c'était déjà arrivé, Basma, à toi de prendre la parole devant des gens et puis de plus savoir ce que tu veux dire ou de te perdre et t'arrêter comme ça? Bien sûr, ça peut arriver. Mais après, ça se travaille. Ça se travaille et plus on gagne en confiance en nous, plus on maîtrise vraiment notre sujet aussi. Ça, c'est important aussi, je pense, pour éliminer la peur, surtout pour tout ce qui est prise de parole en public. Parce que quand on maîtrise vraiment notre sujet, à un moment donné, au fait, on réfléchit même plus. Ça sort tout seul. Les mots sortent tout seuls. Donc, on n'est plus dans qu'est-ce que je vais dire. On n'est plus en train de chercher nos mots. C'est vrai, mais moi, ce que j'ai connu et ce qui me faisait peur à une époque, pour moi, dans la prise de parole, c'était de me dire, OK, je sais ce que je veux, mais ça se trouve, dans le feu de l'action, je vais oublier où je vais. C'est-à-dire que tu es en train de parler, et tu sais, à un moment donné, tu sais plus pourquoi tu es en train de raconter ce que tu racontes. Et tu dis, mais OK, c'est comme dans une histoire. Des fois, tu racontes une blague, tu es dedans, et en fait, tu sais que les gens t'écoutent, mais tu sais juste plus la chute, quoi. Parce que moi, c'est un truc que j'ai déjà connu, et je crois que c'est une peur pour pas mal de gens Ouais. de perdre leur chemin. Bah, ici, tu vois, déjà, tu la programmes avant même qu'elle arrive. Ouais. Mais ça, il faut savoir aussi que notre cerveau, on peut le programmer déjà à l'avance. Donc, si déjà tu programmes une peur avant même que tu es sur scène et que tu es passé à l'action, bah, ça peut arriver que quand tu es au moment scène, eh ben, tu vas avoir justement cet oubli-là ou ce trac-là, ou tu vas avoir en tout cas ce que tu as déjà programmé à l'avance. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on dit que parfois, même le fait simplement de dire qu'on n'a pas assez de mémoire, par exemple, ça amplifie le manque de mémoire, quoi. Ça en rajoute une couche. Ouais. Exactement. Donc ici, par rapport à, c'est une très bonne réflexion ce que tu viens de dire là maintenant. Merci, merci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quoi la programmation déjà? La programmation mentale, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qu'on a, tout ce qu'on a eu depuis l'enfance comme pensée, tout ce qu'on a enregistré depuis l'enfance comme pensée, comme habitude, comme croyance, comme culture, donc tout ce qui est conditionnement inconscient qu'on a eu depuis l'enfance en fait. Ensuite, on va rajouter à ça donc tout ce qui est expérience par laquelle on est passé. Et à un moment donné, donc à chaque fois, donc non, et après donc on va enregistrer, donc ça va être enregistré. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que dans toute cette programmation-là, surtout celle qui est faite pendant l'enfance, Programmation inconsciente qui s'est faite au fur et à mesure. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que la majorité, elles ne sont pas les nôtres directement. Donc, il y a énormément de programmes qui sont là, enfin de programmations qui sont là, qui ont été enregistrées par l'inconscient, mais qui ne nous appartiennent pas.
elle appartient à ma mère, elle appartient à mon père, elle appartient à la société, elle appartient à une culture, elle appartient. Donc c'est pas vraiment moi. Ça veut dire, c'est un peu comme si on avait notre cerveau, c'était un smartphone et qu'il y avait plein d'applications, mais que ces applications-là, c'est pas nous qui les avons mis en fait, c'est les autres qui les mettent à notre place. Et nous, on s'habitue à les utiliser, alors qu'il y aurait Ouais, d'autres possibilités, quoi. ouais. Entre autres, par exemple, le manque plutôt de confiance en. Ah, excuse-moi, j'ai complètement oublié Bonsoir à tous ceux qui arrivent en même temps. Je vous salue, on vous salue, bien sûr. Je redis rapidement, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés au fur et à mesure. Donc, Basma, tu es coach de vie, en même temps, tu es hypnothérapeute. Tu as écrit un livre qu'on a présenté tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que tu es venu avec un cadeau avec toi. Mais je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on attend la fin du live pour en parler. Qu'est-ce que tu en penses? On attend un petit peu. Si vous êtes sage, voilà, il y a Basma qui a amené un cadeau pour vous. Et donc, on est en train d'explorer pour l'instant la question de la peur, c'est vrai, de parler en public. Et même, bien sûr, on va aller bien au-delà parce que je sais que tu as exploré bien des univers différents, Basma, autour de la peur. Et donc, on va aborder aussi d'autres questions après. Ouais. Donc, du coup, je t'avais coupé dans ton flow. Vas-y. Donc ici, par rapport à, si on prend par exemple la confiance en soi, euh, elle peut être générée déjà depuis l'enfance, à force de nous dire, par exemple, non, ça, tu peux pas le faire, ça tu n'es pas capable de le faire. Et donc, la personne, elle peut avoir donc un manque de confiance en elle. Et par la suite, ce manque de confiance en elle va engendrer une peur par la suite qui va être, j'ai peur de oser parler, j'ai peur de faire un premier pas, par exemple, j'ai peur peu importe hein, les situations, mais il y aura toujours cette peur de faire, cette peur d'aller vers l'autre, cette peur d'être jugée ou d'être. Donc, elle va être vraiment quelqu'un, comme elle n'a pas confiance en elle, donc elle va vraiment être tout le temps dans la peur. Donc ici, par rapport à la programmation des programmations, donc ce qu'on va faire, c'est il faut aller voir ce manque de confiance, cette peur. Donc c'est quoi la cause de cette peur? Et par la suite, aller voir donc ce manque de confiance, il est lié à quoi exactement? Parce que des fois, ça peut être le manque de confiance, il n'est pas à elle en fait. Elle, en général, elle n'a pas. Elle a vraiment confiance et elle sent qu'elle peut faire plus, mais elle n'arrive pas. Il y a une petite latence, j'ai l'impression, dans la vidéo. Je ne sais pas si tu la vois aussi, Basma, de ton côté. Non. Je te vois un petit peu en ralenti. Et au niveau du son, des fois, ouais, ça pêche un peu. Tu es, je sais pas, t'es au top de ta connexion, tu penses? Écoute, là, je suis au maximum. Je peux faire peut-être. Écoute, là, ça Pas, s'est revenu, mais il y a un moment, ça coupait un petit peu comme ça. Enfin, c'est la connexion. Des fois, pourtant, là, je suis au max. ok. Bon, bah écoute. Ok. Mais du coup, est-ce que tu penses que. Alors, question que je me pose, c'est de savoir finalement. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà aidé des gens qui avaient besoin de prendre la parole, mais en tout cas, des gens qui sont confrontés à la peur, tu en as sûrement beaucoup aidé. Et est-ce qu'il n'y a pas des fois où ces personnes, elles ont du mal à retrouver dans leur histoire ce moment de départ où il s'est passé un truc qui les a fait bugger, tu vois? Parce que des fois, les gens, simplement, ils te disent, OK, mais il y a dû avoir quelque chose, mais je ne sais plus, quoi. Je ne sais plus comment le retrouver. Ça t'a déjà été confronté à ce problème? Enfin, c'est par rapport à. J'ai pas compris ta question. La question, c'est parfois le fait de pouvoir retrouver dans le passé de quelqu'un, j'imagine, enfin, moi, c'est ce que je travaille aussi un petit peu comme ça, le fait de retrouver dans le passé de quelqu'un et de chercher les failles qu'il y a eu en termes d'image de soi, en termes de peur, d'échec qu'il y a eu sur la prise de parole, par exemple, pour moi, tu vois, ou autre chose. Le fait de retrouver ça, des fois, et d'avoir une autre perspective peut aider quelqu'un. Mais parfois, quelqu'un aussi va avoir du mal à retrouver un événement précis qui remonte vraiment dans son enfance. Et il a du mal à dire, mais je ne sais plus pourquoi. Enfin, il va dire. Oui, c'est toute l'efficacité de l'hypnose, en fait, c'est parce qu'on ne va pas aller chercher cause par cause, ou enfin, des fois, on n'a pas besoin d'aller vraiment chercher exactement c'est quel événement qui a été, enfin, qui a eu, qui a fait que.
Donc, on donne la suggestion et l'inconscient, il va comprendre tout seul. Donc, il va chercher dans l'information, dans la suggestion ou dans la métaphore, il va chercher ce dont il a besoin. Tu peux expliquer un petit peu, du coup, le process d'hypnose, comment ça fonctionne? Tu mets quelqu'un dans un autre état, c'est ça, et tu vas chercher là. C'est un état, ce qu'on appelle un état de transe, donc un état modifié de conscience. Donc, la personne, si on veut, elle est en contact direct, si on veut dire, avec l'inconscient. Okay. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, donc on va donner, par rapport à la problématique, on va donner la suggestion à l'inconscient, donc où on veut l'emmener. Et c'est lui, au fait, qui va faire sa recherche tout seul par rapport au vécu, parce que lui, il sait très bien ce qui s'est passé. Lui, il se rappelle de tout. Et il sait très bien, donc, cette problématique-là, elle est liée à quoi? D'accord. Alors, juste ouais, vas-y. Juste, donc moi, ça c'est ma technique à moi. Donc je renforce beaucoup après avec les prises de conscience. Donc moi, c'est-à-dire que ça m'importe pas juste donc faire la séance et après on arrête là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment le résultat. Donc c'est pour ça que par la suite, donc je travaille beaucoup aussi les prises de conscience. Pour moi, c'est important, même si l'inconscient, il a eu l'information, il a compris et il a commencé à mettre en place donc la déprogrammation ou le changement. J'ai remarqué que c'est très plus efficace même quand il y a une prise de conscience directement après. Pourquoi? Parce que tout simplement, regarde, entre savoir que le feu brûle et se brûler pour donc prendre conscience, c'est là où toute la différence. Ouais. Ça y est, on a pris conscience que le feu brûle. Et là, plus jamais on va mettre notre main dans le feu. Alors que si on a juste le savoir que le feu brûle, le mental, il est très malin. Il a toujours envie de passer à l'action et de faire l'expérience par lui-même pour avoir cette prise de conscience. Et du coup, la prise de conscience, ça pourrait être quoi? Imagine quelqu'un qui vient te voir, je sais pas si tu as déjà eu le cas, donc sur la peur de parler en public, voilà, il te dit, mais voilà, j'en ai besoin pour mon boulot, c'est vraiment essentiel, j'ai un poste que je vise et j'en ai avoir besoin, tout ça, Et il te dit, voilà, docteur, s'il vous plaît, retirez-moi ce problème, arrachez-moi cette peur, j'aimerais pouvoir parler en étant à l'aise et tout. Donc là, imagine, tu vas en hypnose avec lui, tu l'hypnotises comme ça, il s'endort un peu, tu le fais parler et tout, voilà. Et ensuite, il dort pas, il est très éveillé. il est très éveillé. Alors déjà, question pour ceux qui sont dans le public, hein, dites-nous dans les commentaires s'il y en a qui ont déjà vécu de l'hypnose, qui ont déjà été hypnotisés, si vous l'avez, ça s'est bien passé, si vous avez été saisi par l'hypnose, et puis si ça vous est déjà arrivé d'aller creuser dans votre passé comme ça pour chercher quelque chose, bah, partagez-nous l'expérience dans les commentaires, hein, même si vous êtes dans le replay, n'hésitez pas à nous partager l'expérience. Ok, donc là, toi, tu me dis, la personne elle est complètement dans un état hyper conscience en fait. La transe, c'est une hyper conscience, c'est ça en quelque sorte. C'est ça. Et donc ça marche à chaque fois. Tu arrives à chaque fois, on va réussir à retrouver l'inconscient à faire ce boulot. Ou il y a des gens qui résistent. Ça se passe comment? Alors, c'est tout là, enfin c'est là où tout la démarche en fait du travail, c'est tout dépend d'où vient la personne. C'est-à-dire, je vais expliquer. Donc, par rapport à déjà, il y a l'envie donc et la motivation de la personne qui va rentrer en jeu. Ensuite, tout dépend d'où vient la personne. Parce que, pour savoir le chemin et la période qu'elle va mettre. Donc, je vais te donner un simple exemple. C'est différent, par exemple, pour une personne d'aller à Paris, par exemple, pour aller à Paris de Bruxelles, c'est pas la même chose que quand on veut aller à Paris de New York, par exemple. Donc, le point de départ est très important. Et c'est là où tout le travail que je fais au début, c'est de trouver le point de départ de la personne, de la connecter à son point de départ. Qu'est-ce que tu appelles le point de départ? Parce que on comprend pour le voyage, tu vois, New York, Paris, tout ça. Mais par rapport à son. Le point de départ, parce que moi, en fait, je ne travaille pas que avec des séances, donc je ne travaille pas avec des séances tout seul. Donc, moi, c'est par programme, en fait, que je travaille.
Donc, la personne, elle a une problématique. Par exemple, elle veut vraiment retrouver sa confiance en elle, retrouver qui elle est, donc atteindre ses objectifs. Elle voit qu'elle a un grand potentiel, mais qu'elle n'arrive pas. Donc voilà, donc quand elle vient me voir, donc c'est vraiment, je prends le tout, donc je vais travailler le tout. Je vais pas travailler juste sur une seule problématique et après je la laisse et je dis bon voilà, maintenant Donc déjà, le premier boulot, boulot entre guillemets, c'est d'identifier les différentes problématiques de cette personne, c'est ça? Pour avoir une vision globale. par rapport à l'objectif de la personne, on va travailler donc on va tout travailler donc A à Z. Donc et là dans ce que j'utilise, donc j'utilise pas que l'hypnose. Ouais. C'est un des outils que j'utilise. Et donc quand je parle de ça, je parle de tout le travail de qui suis-je. Tout le travail de qui suis-je. Alors, on connaît tous ça en philo parce que, enfin, pour ceux qui ont fait une terminale de philo, parce qu'il y a le qui suis-je, voilà, de, je sais plus quoi, de Socrate, là. mais qui suis-je? Comment tu abordes ça? Enfin, je sais que tu travailles en particulier sur le fait de retrouver qui on est. Oui, donc ça c'est pour moi que ce soit pour la boulimie, que ce soit parce que moi je me suis spécialisée dans la boulimie, dans les problèmes de comportement alimentaire, donc les TCA. Donc je commence toujours par ça. Donc j'aide les personnes donc à trouver qui ils sont au début, parce que comme j'ai dit, c'est le point de départ. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas euh, par où commencer, tu ne peux pas savoir comment travailler le reste pour atteindre justement ton objectif. Ce qui peut être un petit peu mystérieux ou nébuleux vu de l'extérieur, enfin, c'est toujours cette même question, c'est qu'on travaille sur qui on est. Mais en fait, parce qu'on ne sait jamais vraiment qui on est, je crois. Je sais pas. Tu vois, on peut creuser, on peut se rapprocher toujours plus en creusant dans cet oignon de toutes ces enveloppes qui nous font notre personnalité. Euh, comment est-ce qu'on peut se dire, OK, j'ai suffisamment ciblé l'info? C'est compliqué peut-être Alors, que. ici, je vais vous partager, je vais vous faire un petit partage du programme qu'on a créé avec ma chère binôme Anne. Parce que ce programme-là, en particulier, donc je l'ai travaillé avec ma binôme. Euh, donc ici, au fait, tout à l'heure, j'ai parlé des programmes qui ne sont pas les nôtres directement, donc on appelle les étiquettes. Pour connaître qui on est, il y a ces étiquettes qu'on a eues gratuitement depuis l'enfance. Et ces étiquettes-là, ils ne nous appartiennent pas à 100%. Donc au début, c'est tout le travail d'aller chercher ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas, jusqu'à ce que tu trouves qui tu es vraiment. Et en connaissant qui tu es vraiment, tu vas connaître toutes tes capacités. Et en général, les personnes, quand elles arrivent déjà à ce premier point-là, elles ont ce waouh, tout ça c'est moi Hmm. et Mais je peux faire tout ça. est-ce qu'on n'a pas plein de fausses identités qu'on se met au cours de la vie? Tu vois? Par exemple, il y a des gens, je sais pas, il y a des gens, par exemple, qui vont se valoriser uniquement par leur physique, tu vois. Donc, ils vont passer leur temps à aller à la salle de sport pour voir leurs muscles, leurs machins, leurs trucs. Toute leur vie tourne autour de ça, par exemple. D'autres, ça va être autour de la consommation, avoir un nouvel objet, un nouveau sac à main, une nouvelle voiture, un nouveau truc. Et finalement, l'identité se lie autour de ça. Et est-ce que tu vas les aider à déconstruire ces identités-là? Oui, effectivement. Parce que derrière toute peur, derrière cette peur-là, en fait, se cache une autre peur qui est la peur aussi de ne pas être reconnu, Hmm. la peur de ne pas être aimé, tu vois. Et c'est ce qu'on va aller chercher dans tout ça. Donc c'est ce qu'on va aller chercher que, en fait, que tout se passe par soi, par nous-mêmes. Donc si tu veux que les autres, donc c'est vrai, c'est même pas, c'est vraiment renforcer le qui je suis, c'est retrouver son identité et l'affirmer et l'incarner une bonne fois pour toutes. Donc C'est tu vrai. dis en fait, finalement, derrière toutes les peurs, il y a la peur de ne pas être aimé, c'est ça? Oui, entre autres. Ok, alors question, pour aller un peu plus loin. Est-ce que
Est-ce que quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, elle-même, est-ce qu'elle a peur de ne pas être aimée? Ou est-ce que le premier travail, c'est de l'aider à retrouver un lien d'amour avec elle-même? C'est tout le but de ce travail, oui. C'est de se reconnecter à l'amour de soi, en fait. Et quand toi tu travaillais par exemple avec des gens qui sont atteints de boulimie, tu trouvais ces mêmes problématiques du coup, ce même genre de problème? Comment Ouais. ça se... Tu peux nous donner je sais pas, un exemple? Au fait, moi, j'ai compris que je te fais la conclusion par rapport à ça. J'ai compris que dans la vie, au fait, c'est soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Et on ne peut pas être dans les deux en même temps. C'est Hmm. soit c'est l'amour qui nous guide, soit c'est la peur qui nous guide. Soit je fais les choses parce que j'ai peur d'eux, ou je fais les choses parce que je suis dans l'amour et je suis en train de partager cet amour. C'est intéressant. Donc finalement, c'est pas l'amour face à la haine hein, dans l'histoire, ce serait. Oui, voilà. Et là, donc, je parle vraiment de l'amour avec un grand A. C'est pas que l'amour de relation, enfin, d'une personne à une autre. Hein. Je C'est parle quoi du coup? vraiment de, de, de l'amour, l'amour qui sort de l'intérieur, donc l'amour de l'autre, l'amour de tout, l'amour, tu vois, c'est-à-dire, c'est un amour inconditionnel de tout, en fait. Et cet amour inconditionnel de tout, toi tu l'as déjà vécu, tu l'as déjà ressenti par exemple. Oui. Euh, Aujourd'hui, je le ressens profondément. Avant, bien sûr, non. Avant, c'est ce qui a fait que justement, j'ai fait tout ce travail moi-même, donc au début, et c'est comme ça que je suis arrivée à tout ça. Donc, je suis moi-même passée par tout ça, et c'est comme ça que je suis arrivée à comprendre tout ça et à l'exercer aujourd'hui. ok, bah alors justement, je vais te poser la question et n'hésitez pas dans les commentaires aussi si les gens qui sont présents veulent aussi poser vos questions à Basma, hein, profitez-en. Basma, du coup, qu'est-ce qui t'a mené? Peut-être la question va t'amener dans un truc qui peut paraître terriblement, mais qu'est-ce qui t'a mené, choisi, comment tu veux nous présenter ça, à aller vers cette idée d'aider les gens à retrouver leur chemin vers eux-mêmes et à se libérer de leur peur? Alors, tout a commencé au fait quand j'étais jeune, donc très jeune. Donc, j'avais vraiment un problème de confiance en moi, qui était donc problème de confiance en moi, d'estime. Je me voyais vraiment très, très moche. J'avais vraiment une image de moi qui était très négative. Et je me sentais justement donc le fait que j'ai grandi avec mes grands-parents, donc voilà, j'ai pas grandi avec mes parents, donc ça a créé en moi donc un sentiment de rejet, que j'étais rejetée, que j'étais pas aimée, que j'étais voilà donc Tu étais rejeté par tes parents, tu veux dire? par mes parents, que j'étais pas désirée, que j'étais pas aimée, donc voilà. Et ça fait que par la suite donc ça m'a Tes parents, tu les voyais? Enfin, je suis pas ton. ah, mes parents, donc ils ont divorcé très très tôt. J'avais un an, je pense, un an, 2 ans. Et puis donc ils ont décidé, donc ils ont après refait leur vie et donc ma mère, donc voilà, a décidé allez, de laisser la garde donc à mes grands-parents et j'ai été élevée donc, par mes grands-parents. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, donc j'ai grandi avec ce manque de confiance et ce manque de confiance a fait que euh, j'attirais toujours donc des situations parce qu'on attire hein, ce qu'on croit, on attire nos croyances. Donc j'ai toujours attiré des personnes qui me manipulaient. J'attirais, enfin voilà, donc j'ai eu pas mal d'abus, pas mal de choses surtout pendant l'adolescence. Euh, et ce qui s'est passé aussi, c'est que le fait de grandir chez mes grands-parents, donc j'ai eu ce problème de, enfin, j'arrivais pas à décider pour moi-même. J'ai toujours été à la recherche de ma liberté aussi, Recherche de quoi? De validation? de ma liberté parce que j'ai toujours eu ce manque de. En fait, j'avais pas la possibilité de décider pour moi. Hmm.
Et comme j'avais pas confiance en moi, je laissais aussi beaucoup plus facilement les autres décider pour moi. Donc tes grands-parents prenaient la place à la Mes place grands-parents, mes oncles, enfin voilà, donc on était une famille de 6, donc enfin j'avais 6 oncles, enfin 2 oncles et 4 tantes. Et donc c'est à chaque fois, donc c'est eux qui devaient donc voilà prendre des décisions, donc ça passait par un comité. Et, ouais. euh, Et toi, à cette époque-là, ça te paraissait normal à cette époque-là que ce soit eux qui prennent les décisions ou t'en souffrais oui, quelque part, parce que voilà, pour moi, c'était la vie était injuste avec moi parce que j'ai pas décidé que je ne grandis pas avec mes parents, j'ai pas décidé que je sois chez mes grands-parents, j'ai pas décidé. Enfin voilà, à chaque fois que je voulais faire un truc, donc je devais passer et avoir surtout l'accord de tout le monde. Donc à un moment donné, donc en grandissant, enfin oui, c'était vraiment c'était pesant, quoi. Tout, d'où toute ma première partie, donc la première partie de ma vie où je cherchais ma liberté. Donc j'ai tout fait pour justement partir malgré que j'avais tout ce qu'il fallait. ça t'est venu comme ça, l'idée de partir, ça t'est venu comme ça ou c'est quelqu'un qui t'a Non, inspiré? parce que j'avais besoin de retrouver au fait ma liberté. Et je croyais à ce moment-là, donc en partant, j'avais la possibilité de pouvoir justement décider pour moi. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait et j'ai réussi. Sauf que j'ai développé déjà donc des comportements de boulimie parce que j'étais moi-même donc boulimique. Vers quel âge à peu près? Quel âge? À partir de 15 ans, je suis devenue boulimique parce que tout le manque de confiance en moi, en fait, et l'image et par rapport à l'image de soi, ce qui s'est passé, c'est que justement, comme tu as dit tout à l'heure, pour faire une image de moi qui est belle, qui est bien et tout, donc j'ai commencé à manger, à vomir, à voilà contrôler aussi. Donc il y avait ce côté contrôle par rapport à la nourriture. Et je me lâchais. Et tout ce qui est émotionnel, tout ce que je pouvais pas dire, tout ce que je n'osais pas dire plutôt, je le mangeais. Donc je me remplissais avec la nourriture. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'étais malade. Hein. Ça se faisait. Toi, personne le voyait ou personne ne faisait attention? Moi, je cachais très très bien. Enfin voilà, donc je suis restée enfin, avec la boulimie pendant 15 ans quand même. Donc personne n'a vu ça. Et J'en profite parce qu'on parle de ce moment-là de ta jeunesse, mais tu es toujours jeune. Hein. Est-ce que dans les gens que tu peux aider, est-ce que parfois c'est des comportements qui sont déclenchés tôt aussi et pareil de façon très cachée par les gens? C'est un phénomène qui est courant ou bien c'était juste ton histoire à toi qui est spécifique là-dessus? Le fait que aujourd'hui, je le vois que ce soit par les gens qui viennent, voilà, qui viennent vers moi directement, ou sinon même dans mon entourage. Aujourd'hui, je vois des comportements de boulimie, pas forcément très sévères, euh, mais il y en a de plus en plus, il y en a pas mal, et donc on a associé la nourriture, en fait, ce plaisir de manger à, à nourrir en fait d'autres plaisirs et d'autres choses. Mais ça, c'est un autre sujet. okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, ce que j'ai fait, donc j'ai réussi, donc je suis partie en sachant, en espérant, en partant, donc je vais avoir ma liberté. Et donc je l'ai fait pendant un moment. J'ai quand même réussi professionnellement. J'ai construit donc j'avais une image sociale. J'avais une image sociale de la femme qui a réussi. C'était quelle période de ta vie ça? C'était quel Donc âge? ça, j'avais, je suis partie, j'avais 27 ans. Donc non, 27 ans. J'en ai 38. Donc voilà. D'accord. Donc 27 ans, c'est quand tu es parti de l'ambiance familiale dans laquelle tu étais, etc. Voilà. Et, D'accord. et je l'ai fait, donc au début ça va, sauf que à un moment donné, j'ai vu que ça n'allait plus encore une fois et que je suis sortie d'un conditionnement social, tu vois,
Ouais. et que j'ai pu quand même prendre mes décisions moi-même. Mais au fait, je refaisais exactement la même chose, tout en étant, et c'est moi qui décidais au fait. C'est-à-dire, tous les schémas que je ne voulais pas avoir, je me suis retrouvée en train de les faire moi-même, consciemment, avec mon consentement plutôt, par la suite. Mais parce que tout à l'heure, tu as évoqué les relations que tu avais eues avec des gens qui étaient un peu manipulateurs, etc. C'est par rapport à ça, c'était ce genre de schéma-là que tu retrouvais? Exactement. C'est-à-dire que Je me suis justement retrouvée avec la même chose, mais d'une autre manière, en fait. Donc, je retrouvais exactement la même chose. J'avais plus la possibilité de décider pour moi, donc que ce soit via mon patron, que ce soit via mon ex, enfin voilà. Donc, je me suis retrouvée à vivre les mêmes schémas autrement, tout simplement. Et c'est là où, bien sûr, et à un moment donné, donc, je suis rentrée dans genre de burn-out, d'une dépression comme ça. Et puis, j'ai commencé à un moment donné. Au début, je voulais pas voir, je voulais pas comprendre. Enfin, j'étais comme si j'étais endormie à un moment donné. Au fait, j'étais comme si on met off, tu vois. ouais. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, donc mon corps a commencé à parler, a pris le relais pour me dire tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut que tu commences à te réveiller, il faut que tu commences à vraiment comprendre tout ce qui t'arrive. Et Ton corps t'a envoyé des messages. Comment tu peux éclaircir peut-être pour certaines personnes, ça peut être quoi des messages du corps? Ah, peut-être c'est trop personnel après, hein, je sais pas. non, mais non, il n'y a pas de souci. Les messages du corps, en fait, c'est quoi? Ça va commencer par une petite douleur, ça va commencer par une petite maladie, ça va commencer jusqu'à ce que, et plus tu ne l'écoutes pas, plus les maladies vont commencer à devenir de plus en plus graves. C'est pour ça que j'ai eu un cancer, j'ai eu donc, la boulimie, donc, enfin la boulimie, elle est restée pendant longtemps, mais ablation de la vésicule biliaire, des douleurs où j'étais sous morphine pendant 6 mois parce que j'avais des douleurs au corps qui étaient juste insupportables. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je venais juste d'avoir donc mon enfant et je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai pas envie que ma fille revit la même chose et surtout, j'ai pas envie de lui faire subir ça. Tu penses que, Arriver à un stade où j'étais pas bien du tout. ça peut se transmettre d'une certaine façon entre mère et fille, ce genre de choses? Oui, effectivement, parce que moi, je me suis vue justement dans pas mal de schémas de ma mère. Hmm. Donc voilà. Donc à un moment donné, euh, quand j'ai regardé ma fille, et là, enfin, il y a eu vraiment un déclic. C'était ce jour-là, donc j'étais à l'hôpital. Je venais juste de faire l'opération par rapport à mon ablation de la vésicule biliaire. Et là, j'ai regardé ma fille, elle avait quelques mois. Je n'avais vraiment pas la force de la prendre dans mes bras. Et là, j'ai dit non, stop. Tu pouvais pas la prendre dans tes bras? Tu pouvais pas la prendre? Je n'avais pas la force, au fait. Ah oui. Je n'avais pas de force. Ma fille, elle pleurait, elle voulait venir dans mes bras. Et moi, j'avais pas de force de la prendre. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grosse claque. Ça m'a vraiment réveillée. C'était quoi le truc finalement qui était la cause de tout ça? Est-ce que c'était la boulimie ou est-ce que c'était les schémas qui te rendaient malheureuse finalement avec des personnes qui te faisaient peut-être pas du bien? C'était donc la boulimie, c'est une des causes, une des conséquences Une conséquence. de ce qui n'allait pas. Donc oui, ici, la vraie cause, c'était que je ne vivais pas les choses qui me plaisaient. Je croyais que j'étais ces étiquettes qui m'ont mis depuis l'enfance, jusqu'à un jour où, voilà, la vie m'a montré que tu n'es pas ça, tu es autre chose, tu vaux beaucoup plus que ça. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé, entre autres,
par rapport à ma boulimie, parce que pour moi, c'était le premier pas, parce que je voulais vraiment en finir avec la boulimie, parce que voilà, je voulais vraiment mettre fin à ça. Et en parlant donc avec mon médecin à l'époque, donc je lui ai dit voilà, je veux vraiment trouver une solution et tout. Donc il m'a dit écoute, maintenant on ne guérit pas de la boulimie, il faut que tu te contrôles plus. Alors que moi, toute ma vie, je faisais que ça, Tout contrôler. contrôler. Ouais. Ouais, parce que Tu te j'étais contrôlais, mais attends, est-ce que tu te contrôlais, mais tu te contrôlais pour résister à ta boulimie, en fait, c'est ça que tu veux dire? à mes crises, ouais. J'étais dans le contrôle. Et puis s'il y avait pas les crises, bah, je contrôlais ce que je mangeais. Je faisais très attention. Donc voilà, pas de dérape. On sait jamais si je sors, si je ne sors pas. Donc c'était tout mon contrôle. Euh, Bon, on va parler peut-être tout à l'heure de ton évolution dans ta façon de manger, peut-être. Parce que c'est un peu l'inverse de la boulimie, en quelque sorte, je sais pas, tu vois. Ouais, et du coup, les gens autour de toi, à un moment donné, ils ont compris que tu avais cette question de boulimie ou c'est resté secret jusqu'à ce que tu décides de supprimer ce truc-là? Est-ce que tu as gardé ça pour Non, 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 ah, c'est venu après, mais non, non, jusqu'à ce que j'ai décidé de partir, enfin de partir parce que c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Donc, et c'était mon deuxième départ. Donc le premier c'était pour chercher ma liberté, mais le deuxième en fait c'était pour me chercher moi-même en fait, parce que j'ai vu que j'ai trouvé ma liberté quelque part, mais je refaisais tous les schémas, les schémas revenaient. Et, euh, et donc, j'ai décidé à ce moment-là de tout m'insupporter, au fait. À un moment, je suis arrivée à un stade où tout m'insupportait. Et c'est là où j'ai décidé de tout quitter. J'ai tout quitté du jour au lendemain. Alors, ça veut dire quoi tout quitter? Ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai quitté mon mari, enfin, mon ex-mari, j'ai quitté mon travail à l'époque, j'ai tout quitté. Waouh. Et je suis partie avec une valise et ma fille, c'est tout. Et j'avais ce Sans- besoin de me retrouver, de me retrouver, au fait. Mais en te mettant un petit peu en danger, alors du coup, en disant je brûle les amarres derrière moi et je vais en terre inconnue et on va voir si on arrive à se débrouiller. Au fait, je pense qu'à ce moment-là, je suis arrivée à un point où euh, je ne voyais plus rien. J'étais déjà perdue, j'étais déjà, enfin, pour moi, c'était le plus important, c'était je sauve ma fille, je sauve la vie de ma fille, mais pour la sauver, il fallait que je sois moi bien justement et moi donc être bien et puis trouver ce qui ne va pas chez moi. Aujourd'hui, avec le recul, ce moment de crise là, du coup, où tu décides de tout envoyer valser et de partir dans autre chose. Alors, vu aujourd'hui ton parcours quelque part, tu dirais que ça a été un moment de crise salvateur en quelque sorte, ou c'est ou ça raccourcit un peu trop abusif. Ça t'a sauvé quelque part, ça t'a sauvé un petit peu ce moment de crise. Tout à fait, Ouais. tout à fait, parce que c'est ce qui m'a permis justement, parce que quand je suis partie, j'avais cette soif de comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, j'avais cette soif de comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi j'attire des personnes qui me font souffrir, pourquoi je refais exactement les mêmes erreurs, pourquoi, et j'avais besoin de comprendre. Tu avais déjà vu des psys, des choses comme ça, ou des coachs, ou t'avais déjà cherché des choses comme ça? Alors, au début, oui, donc j'ai vu, bien sûr, donc au début des psys, et pourtant, il est éteint. Hein. C'est la loi d'attraction qui. Donc voilà. Oui, oui, donc j'étais suivie, donc au début, oui, oui. Mais ça n'avançait pas vraiment. Donc, ça n'avançait pas vraiment. Sûrement que ça a aidé quelque part, mais ça n'avançait pas vraiment beaucoup comme je voulais, en tout cas. Je peux te demander du coup pourquoi ça n'avançait pas et finalement qu'est-ce qui t'a aidé à avancer après, tu vois? Enfin, aujourd'hui, avec du recul, ça n'avançait pas parce que, voilà, donc, quand on va commencer à parler de ce qui ne va pas, bah, on reste dans le problème. On ne sort pas du problème.
on va sortir du problème, mais ça prend beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il y ait des prises de conscience, jusqu'à arriver à comprendre qu'il faut passer à autre chose. Ouais. Donc, tu avais l'impression que ça avançait trop, trop lentement et sans être sûr. C'est même pas que j'avais l'impression, c'est qu'à un moment donné, j'avais plus le choix. J'étais vraiment malheureuse à un moment donné, pourtant que j'avais tout. Donc, quand on me voit comme ça, donc j'avais tout. Mais et d'ailleurs, mon entourage n'a rien compris quand j'ai pris ma décision. Tu Parce que avais tout, c'est-à-dire tu avais tout pour être heureuse, en fait. Oui, c'est ça. Tu donnais l'image d'avoir tout pour être voilà, heureuse. donc j'avais l'image sociale que tout allait, enfin, l'image de quelqu'un qui a réussi socialement, tu vois. Tu faisais quoi juste? Parce que tu n'as pas expliqué. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là comme travail? À l'époque, donc j'étais manager commercial, enfin j'étais commercial, délégué commercial plutôt. Donc, tu avais Et, un rôle en plus de leadership avec ouais. des équipes. Et voilà, donc du jour au lendemain, j'ai dit stop. Tu as dit stop à tout ça. J'ai dit stop parce que même ça, alors que j'aimais mon travail, j'aimais mon boulot, j'aimais ce que je faisais. Et à un moment donné, ça m'insupportait. Je ne supportais plus, au fait. Tout m'insupportait à un moment donné. Ouais. Tu croises des gens parfois comme ça dans tes coachings où tu te dis, cette personne-là, peut-être, elle aurait besoin aussi de faire un peu quelque chose comme ça, de brûler les amarres derrière elle et de Ouais, trouver une nouvelle direction. ouais. Et ça arrive que ces personnes-là, elles aient ces prises de conscience et elles s'embarquent dans une nouvelle vie, comme ça, ou c'est très difficile. Si elle le veut, elle ne peut que y arriver. Hmm. Au fait, il faut savoir une chose. Si on est sur un chemin et qu'on sent qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas heureux, je ne vous dis pas de faire comme moi du jour au lendemain, de tout quitter, de partir. Voilà. Donc, je sais que tout le monde ne peut pas. Voilà. Mais déjà, se poser la question, pourquoi je ne me sens pas bien? C'est oser vraiment regarder les choses, ne pas vivre dans le déni et dire non, mais c'est comme ça, en fait, tout le monde est comme ça et se contenter de ça. Parce que de toute manière, si tu ne le fais pas aujourd'hui, la vie va te faire savoir. Ouais, mais c'est important que tu dises ça. C'est important, parce que combien de personnes, c'est vrai, ne se posent pas ces questions-là. Voilà, parce que on s'habitue, en s'habituant parfois à se dire c'est normal, quoi, c'est ma vie. Et pourtant, on sent au plus profond de nous qu'il y a quelque chose qui, tu vois, qui ne va pas. On sent que on n'est pas vraiment heureux. On fait semblant des fois. Tu penses que les gens, ils s'écoutent pas assez vraiment? Ils n'écoutent pas vraiment leur voix intérieure quelque part? Je pense, ouais. Ouais. Ça s'éduque, ça, on peut apprendre à s'écouter davantage? Bien sûr. Ouais. Tu fais ça en hypnose, toi, c'est un travail qui existe ou ça n'a rien à voir avec l'hypnose? Après, comme je t'ai dit, moi, je travaille vraiment, donc moi, j'aime bien travailler avec la personne. Euh, c'est un tout, en fait. Je Hmm. ne vais pas juste travailler, lui faire juste une séance d'hypnose et après, au revoir et merci. Je vais pas. Non, non, non. Moi, j'aime bien travailler avec la personne. Donc, on va voir sa problématique, c'est quoi, et où elle est maintenant et où elle veut être dans quelques années, Ouais. J'ai dans quelques mois ou peu importe. ouais, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette idée, que ce soit dans la peur de parler en public ou que ce soit une peur, on va dire, aussi très profonde, par exemple la boulimie ou au-delà, autre chose. Il y a toujours cette idée, tu vois, Martha, elle a mis la petite voix, voilà, ici, d'écouter sa petite voix intérieure et en même temps de stopper un peu la grosse voix qu'on écoute depuis qu'on est né, qui est dans notre tête et qui, en général, qu'on prend pour être notre pensée, donc ce qui serait le plus juste, le plus vrai, et qui pourtant étouffe parfois la petite voix. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Oui, on revient encore à ce mental qui va te dire non, 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 mais tu te prends pour qui? Tu t'es vu, toi? Non, mais attends, tu fais pas mieux que les autres. Mais ça, c'est à ce moment-là, moi, j'ai juste envie de vous dire, quand vous avez cette voix-là qui prend le contrôle, dites-lui juste, tais-toi. 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 Donc, ouais, donc tais-toi. Faut parler à sa petite voix. Ouais, Il faut lui retirer du pouvoir. ouais, exactement. Parce que on en avait parlé un petit peu une fois, tu m'avais dit que les mots ont beaucoup de pouvoir.
ce soit dans une prise de parole en public ou dans une prise de parole avec soi-même, en fait. Mais déjà, ça commence avec soi-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos mots, ils ont une vibration, ils ont une programmation carrément. Tu sais, quand tu dis catastrophe, tu ne vas pas ouvrir le même dossier dans ton inconscient que quand tu dis joie. Quand tu dis catastrophe, bah, il y a un fichier qui va s'ouvrir, donc il y a un dossier plutôt qui va s'ouvrir, qui va être, ça y est, il a dit catastrophe, alors tristesse, problème, enfin tout ce qui va résulter de catastrophe. Est-ce que je peux me faire l'avocat de la catastrophe, Basma? Ouais, vas-y. Ok. Donc, avocat de la catastrophe, mais quand quelque chose se passe et que c'est vraiment une catastrophe, il faut faire quoi? Il faut mentir. Alors, moi ici, j'ai envie de te dire, c'est toi qui la vois, catastrophe. C'est toi qui décides, au fait, du mot que tu vas mettre sur ce que tes yeux ont envoyé comme image au cerveau. Regarde, je vais te donner un simple exemple. Supposons que une personne, elle est en train de conduire, un papa, ou enfin voilà, il est en train de conduire sa voiture. Derrière, il a son enfant de 12 ans. À côté, il y a son frère disons, il a 5 ans. Le monsieur, il est en train de conduire et hop, voilà, il fait un accident avec la voiture devant. Et donc, lui, le papa, directement, catastrophe. Il va commencer à s'affoler. Celui de 15 ans, il va dire papa, ça va, comment tu vas? Ça va? Est-ce que toi, ça va? Tu vois? Et tout en étant calme et zen. Et tu as l'enfant, le tout petit, de 4 ans ou 5 ans, il va dire ouais, c'était bien, répète encore, papa, s'il te plaît, c'était bien. On dirait, voilà, il est au manège. Tu vois? Ouais. Ici, la situation est la même. Mais ce que toi, tu vas mettre derrière, ça n'appartient qu'à toi. Ouais. Et par rapport aux mots que tu vas employer, par rapport à la pensée que tu vas mettre derrière, eh ben, le reste va suivre. L'enfant qui a dit ah papa c'est trop drôle, on dirait on est au collège, bah lui il est en train de rigoler. Et donc l'émotion qu'il a c'est une émotion de joie. Alors que le papa il a dit catastrophe, bah lui il a une émotion d'énervement, il a une émotion, il est en colère et puis il va engendrer ça et il va vibrer ça autour de lui. Mais imagine quelqu'un qui fait une prise de parole devant des gens et qui fait un truc, finalement, il est pas très content de ce qu'il a fait, il a oublié plein de choses, etc. Et il se dit, ah, c'était vraiment pas terrible, etc. et tout. Bon, j'imagine, ça, c'est des mots qui vont lui retirer du pouvoir, on va dire, quelque part, qui sont nocifs. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, du coup, pour pas, voilà, pour changer son optique, quoi? Parce que, bon, s'il est pas content, il a un ressenti pas content. Ou est-ce qu'il doit faire un effort par les mots, le mental, Oui. pour modifier son état interne? Directement. Dès qu'il a une pensée qui monte et qui est négative, c'est directement d'emmener ton mental vers autre chose qui est positif. C'est se rappeler directement et immédiatement quelque chose de bien que tu as fait, que tu as réussi. Il y a un truc qui est très peut-être complexe ou je sais pas si c'est un paradoxe, tu vois, je sais pas, mais par exemple, quand tu fais de l'hypnose, si je me trompe pas, hein, je suis pas hypnothérapeute, mais quand tu fais de l'hypnose, tu dois lâcher le mental, ok? Tu dois, quelque part, on te dit souvent, même quand tu vas prendre la parole en public, d'une certaine façon, tu dois pouvoir aussi lâcher ce mental quand il te stresse, quand il est trop présent, pour pouvoir te connecter des fois à des trucs plus profonds et te lâcher davantage. Donc, tu as ce lâcher prise du mental et en même temps, on va te dire, tu vois, c'est ce que tu me disais là, en même temps, on va te dire, contrôle ton mental. Contrôle la façon de mettre tes mots, de choisir tes mots pour modifier ton expérience. Et donc, ouais, okay, je vois très bien ta question. Je vais te répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'on le veuille ou pas, c'est notre inconscient qui contrôle sur nos actions, sur notre vie, au fait.
97% de nos réactions, actions et notre vie, donc elle est contrôlée par l'inconscient. Ok. Et tout ce qu'il y a comme programmation dedans, il va le mettre en application dans ta réalité pour t'apporter les situations ou les événements ou voilà, par rapport à ta vie. Sauf que on a programmé énormément de choses négatives. Ok. Ouais. Et à un moment donné, on n'a pas besoin d'inconscient pour les mettre en application. C'est l'inconscient qui le fait automatiquement. Ok. Oui. Absolument. Donc, au début, ce qu'on va faire, c'est tout un travail, bien sûr, au début. Ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher toutes ces programmations-là négatives. On va les changer au début consciemment pour qu'ils deviennent un comportement inconscient. Un comportement, tu dis? Un comportement inconscient, mais positif. Positif. Okay. Ouais. Et c'est là tout le. Et par la suite, au fait, on peut lâcher le mental. D'accord. Ouais, donc le passage d'apprentissage à faire. C'est ça, parce que pour que tu arrives, quand tu fais une mauvaise prestation, à te dire, OK, je me suis un peu planté, je suis pas content de ce que j'ai fait en parlant devant mon public, pour que tu arrives à modifier ça, parce que tu parles devant les gens, quand même, tu vis une expérience au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit, il se passe plein de choses. Donc pour pouvoir se dire ensuite, c'est bien, j'ai fait un truc qui n'était pas si mal, etc., il faut quand même que tu aies eu une préparation de ton inconscient, peut-être, tu vois, pour t'orienter vers ce genre de pensée. Parce que sinon, c'est... Okay. Alors, par rapport à ça, moi, je dirais plutôt, si tu n'es pas satisfait de ta prestation, déjà, regarde qu'est-ce que tu n'as pas aimé, pourquoi, et accepter aussi qu'on n'est pas parfait et qu'on peut faire des erreurs. Et ouais. Alors, améliorer ce que tu n'as pas aimé pour que la prochaine fois, ça va être meilleur. C'est vrai. C'est vrai. Et puis après, il y a tout le travail dont on parlait au début de ça, c'est le travail sur la peur du jugement des autres, finalement, puisque tu n'as pas aimé. En général, quand tu sors d'une prise de parole, souvent les gens, ils ont envie de savoir auprès des autres, alors c'était bien, ça vous a parlé. Tu cherches toujours une validation auprès des autres, en fait. Et donc, il y a peut-être aussi ce travail-là, alors que c'est humain. Si on cherche la validation auprès des autres, ça veut dire que on n'a pas encore confiance en nous et en nos capacités et compétences. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est normal. Ouais. Pour moi, à ce moment-là, il vaut mieux aller travailler sa confiance, travailler à bien noter et bien intégrer ses compétences. Et à ce moment-là, tu n'as plus peur de l'image, de ton image par rapport à ça. Tu vois? Intégrer, tu penses à des compétences oratoire, par exemple? Tu penses à ouais. Savoir gérer son non-verbal, savoir gérer sa voix, prendre son temps sur scène, gérer son tempo. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des formations dans tout. Il y a des mini, des fois des mini formations dans tout ce que tu veux, ou des grandes formations si la personne a le temps et la possibilité de le faire. Mais c'est vrai, ça va t'aider à gagner du temps, à gagner et du temps et de l'expérience. Bien sûr, de toute façon, bon, ça, moi, je sais bien, hein, tu prêches un convaincu, puisque c'est là-dessus que j'aide mes clients. Je sais bien, mais justement, tu vois, c'est ça l'idée, c'est parfois, les personnes souvent ne savent pas ce qui leur manque pour pouvoir passer à l'action. Tu sais, les peurs, c'est vraiment un manque de savoir-faire, mais aussi un manque aussi de confiance en soi. Et la confiance en soi, moi, je sais pas ce que enfin, si si tu travailles ça avec les gens, moi, j'aime bien travailler à partir de la visualisation. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu utilises. Hein, l'idée de prendre le temps en amont, tranquillement, d'imaginer la scène, par exemple, qu'on va se lever devant son public, qu'on va s'exprimer, qu'on va parler, en ressentant les choses. Exactement. La visualisation est un des outils aussi qui est très, très puissant dans la reprogrammation mentale parce que en fait, le mental, il fait pas la différence, donc le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Pour lui, que ce soit tu l'imagines, que ce soit tu le vis, pour lui, c'est la même chose. Ouais. Donc, pour ça, le fait au début, donc voilà, on a peur et tout ça, c'est normal quand on commence
quand on fait quelque chose la première fois, on a toujours peur. Et peu importe la personne, peu importe le degré de la confiance en soi, il y a toujours ce petit crack quand tu fais une chose la première fois. La deuxième fois, ça va diminuer un petit peu. Et ça, c'est tout à fait normal. Même Basma, elle a peur une première fois. Même Basma. Bah oui, je reste, heureusement, je reste un être humain. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as fait un live ou que tu as fait une vidéo sur Internet? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle mes toutes premières lives sur Internet où je tremblais, j'avais plus de salive, limite je bégayais. Voilà. Donc, et c'est tout à fait normal. Sauf qu'aujourd'hui, ma peur, la seule différence, elle va pas être un handicap. Elle n'est pas quoi? Elle va pas être un handicap pour la science. Tu vois? Donc c'est ça au fait qu'il faut comprendre, c'est que la peur c'est tout à fait normal, c'est une émotion normale, c'est normal d'avoir peur. Et c'est ce qui aussi va nous aider par exemple à avoir plus de motivation, tu vois. Le fait d'avoir peur d'échouer, ben, ça va nous aider à travailler plus, peut-être à aller chercher l'information ailleurs. Mais c'est une peur qui va te motiver, qui va te pousser vers l'avant. Comment tu vas savoir si c'est une peur néfaste et qui est négative, qui n'est pas bonne, ou c'est une peur, c'est une peur qui est liée, par exemple, à autre chose, qui est le manque de confiance, ou c'est la bonne peur. C'est au moment où tu as cette peur, c'est quoi le moteur derrière, en fait? Est-ce que cette peur, elle va te pousser, elle va te guider à avancer, à être encore meilleur, à t'améliorer, ou elle va devenir un blocage, elle va être un obstacle pour avancer. Et c'est là, au fait, où tu dis, si c'est un obstacle pour avancer, tu dis, okay, en fait, cette peur-là, c'est un handicap pour moi, il faut que j'aille vraiment, vraiment consulter, il faut que j'aille, il faut aller la travailler et aller chercher ce qu'il y a derrière la peur. Ouais, donc j'en parlais la dernière fois, je suis en train de lire un des livres de Tony Robbins et il parle, mais c'est pas lui qui l'a inventé, j'en sais rien, mais il parle justement de cette peur qui est comme un signal d'action, un signal pour passer. J'ai peur, ok, mon corps ou mon esprit m'envoie un signal pour qu'il faut faire quelque chose. Exactement. Regarde, si tu es dans la jungle et que tu vois un tigre, bah, tu vois, la peur, elle est là justement et à un moment donné, tu réfléchis même plus, tu passes à l'action. Ouais. Donc la peur, là, c'est comme ça que tu as aussi directement aussi tous les hormones qui vont sécréter directement pour te pousser justement à passer à l'action. Ouais, donc il faut en fait négocier avec ces hormones, c'est ça? Non, moi je dirais un shoot hormonal, mais en se disant. Non, moi, je dirais plutôt, c'est oser déjà affronter sa peur, oser regarder sa peur, l'accepter, dire ok, elle est là, mais qui elle est vraiment? Est-ce que c'est une peur qui m'handicape d'avancer? Est-ce que c'est une peur qui m'aide plutôt à avoir plus de motivation ou voilà, donc à avancer, à aller vers là où je veux être demain, ou voilà, elle est en train de me bloquer. Et à ce moment-là, c'est oser vraiment aller creuser et aller voir ce qu'il y a derrière cette peur. Et en général, il y a pas mal de choses derrière cette peur. Toi, c'est la démarche que tu vas faire du coup avec les gens que tu peux aider, c'est d'aller creuser dans les peurs qu'ils ont. Entre autres, oui. Entre autres, ouais. Alors, de se libérer de tout ça, oui. Tu peux nous dire un petit peu comment, parce que tu es passé, tout à l'heure, on parlait de ton histoire, il y a quelques instants dans le live, et tu es passé du moment où tu as quitté ton boulot, tu as quitté ton mari, tu quittes tout, tu pars avec ta petite fille, et vous partez sans trop savoir, et tu veux recommencer quelque chose de nouveau. C'est l'aventure. Qu'est-ce qui va te mettre sur la voie, en fait, que tu as suivi après, quoi? Alors, c'était comme je disais tout à l'heure, donc j'avais vraiment soif de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Et pourquoi en fait, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai autant de tristesse alors que normalement, je dois être heureuse? Pourquoi?
Et j'avais vraiment soif de comprendre tout ça. Et c'est là où j'ai pris une année en fait, où j'ai repris des études, enfin, c'était par la suite, mais au début, donc j'ai lu vraiment des centaines de livres, j'ai des recherches, je voulais comprendre par rapport à la boulimie parce que c'était aussi le point de départ de ma recherche. C'était comment finir une bonne fois pour toutes avec la boulimie. Et j'ai pris ça comme un défi, au fait. Parce que voilà, donc le médecin à l'époque, donc il m'a dit bon, voilà, il faut faire avec, il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. Donc moi j'ai dit non. J'ai commencé à chercher, est-ce qu'il y a déjà je me suis dit si je trouve une seule personne sur cette terre qui a pu guérir de la boulimie, si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Et je me suis vraiment, j'étais comme une folle furieuse. Enfin, je voulais comprendre, donc j'ai commencé à mon cerveau, mon corps, à vouloir comprendre chaque organe, chaque truc, enfin, comment ça se passe à l'intérieur. Donc je suis vraiment rentrée à l'intérieur de moi, mais niveau physique, niveau scientifique, je voulais comprendre comment tout fonctionne. Et en fait, plus je rentrais à l'intérieur de ce corps extraordinaire et parfait, pas que le mien, hein, donc le corps humain en général. Et ben à ce moment-là, plus j'avançais, plus je dis waouh, j'ai tout ça en moi, j'ai tout ça en moi. Et le jour en fait où là c'était une grande révélation. C'était le jour où j'ai compris que on crée notre réalité via nos pensées. Via nos pensées. Donc, et ça, c'était pour moi, j'ai dit donc à ce moment-là, en fait, je suis la seule responsable en fait, de tout ce qui m'arrive, puisque c'est moi qui ai créé. C'était pas dur de porter toute la responsabilité sur ton dos, comme ça? Au contraire, pour moi, c'était une libération. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, je n'ai plus à attendre que l'État change, que mon ex change, que je sais pas qui change, que ma fille change. Tu vois ce que je veux dire? Si ouais. je veux moi changer quelque chose ou avoir un autre résultat, bah, je n'ai qu'à changer ma pensée, mon mode de pensée. Pour moi, c'était une libération colossale. Tu as découvert ça dans quoi? Dans tes recherches un peu sur la biologie du corps, dans le développement personnel, dans de la spiritualité? Peut-être c'est loin un peu, mais j'imagine. Non, c'était vraiment au moment où j'ai commencé à me concentrer vraiment sur toute la partie sur les neurosciences et la compréhension du cerveau. Et je pense que le déclencheur de tout ça, c'était le film Le Secret. Ah bon? Oui, le livre Le Secret, c'était le déclencheur. Au moment où je l'ai lu, j'ai dit ouh, puisqu'on peut attirer les choses par la pensée, donc j'ai commencé à creuser derrière. Tu peux dire un petit mot de ce livre parce que sûrement plein de gens qui l'ont pas. C'est le livre qui parle de la loi d'attraction. Donc, il est sur Internet, donc vous pouvez le trouver. Franchement, pour moi en tout cas, à l'époque, ça m'a permis de comprendre un petit peu quand même. Tu vois, ça m'a poussé au fait à vouloir aller creuser encore plus. Tu vois. Ouais. Comprendre cette loi-là, les lois de l'univers. Enfin voilà, donc après, tu sais, un fil va tirer l'autre, et puis c'est comme ça. Et c'est comme ça que par la suite, donc, j'ai compris, j'ai trouvé une solution pour la boulimie, j'ai guéri, je l'ai testé sur d'autres, jusqu'à j'en ai donc un programme complet justement qui aide aujourd'hui, donc avec lequel j'aide les personnes donc à finir et à guérir de la boulimie. Donc, tu peux me dire juste à l'instant où est-ce qu'on peut trouver ce programme? C'est pour ceux qui regardent, qui prennent en cours le live et qui peut-être ont. Ouais, donc ici le programme, en fait, il faut m'envoyer un mail, il y a un questionnaire à remplir. Et c'est moi donc à ce moment-là, donc je contacte la personne et c'est un accompagnement de 6 mois en fait. Je vais mettre ton lien de ton site maintenant, hein, on le remettra peut-être après. Voilà, donc là c'est sur ton site, donc on peut trouver là-dessus comment te contacter, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, et on avait parlé d'un petit cadeau aussi tout à l'heure, mais qui attend ceux qui suivent ce live.
Alors, pour le petit cadeau de ce soir, qui est spécial cadeau pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donc, pour mon livre, voilà, donc je l'offre gratuitement donc pour tous ceux qui ont envie de l'avoir. Le livre donc qui parle de 7 secrets pour cultiver l'amour de soi en 1 minute. Donc voilà, il suffit juste de m'envoyer sur ce lien-là donc un mail avec marqué dessus donc live Fred et vous recevez donc le lien directement, et pas que, parce que aussi donc j'ai créé donc un autre programme avec ma binôme, et donc pour ça on va offrir aussi donc d'autres cadeaux, donc vous allez le recevoir aussi. Alors, tu peux parler un petit peu de ce programme, du coup, parce que je crois que ça s'appelle programmation. Des programmations chemin vers soi, oui. Ouais. Donc ça, c'est un autre programme donc à part Bye Bye Boulimie, donc que j'ai créé avec binôme Anne. Donc ce programme-là, c'est vraiment pour aider les personnes à retrouver vraiment qui ils sont et à atteindre le chemin qu'ils veulent avoir, à atteindre plutôt leur objectif, atteindre, si on veut dire, leur rêve, parce que c'est vraiment possible. On peut pas rêver quelque chose si on peut pas l'avoir. Ça, il faut vraiment le comprendre. Toi, aujourd'hui, finalement, enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, toute l'expérience que tu as vécue, elle t'a amené à des découvertes, à des recherches, parce avant ça, tu ne recherchais pas spécialement d'apprendre des choses sur le corps, sur le fonctionnement de l'être humain, ce genre de choses. C'est, Oui et non, parce que pour comprendre la boulimie, il fallait que je comprenne, voilà, donc il fallait que je comprenne comment fonctionne mon corps. Et donc, je suis vraiment. Après, ça, c'est moi. Moi, j'ai toujours besoin d'aller approfondir les choses, d'aller vraiment au fin fond des choses pour bien comprendre, pour bien maîtriser et comprendre le tout. Et c'est comme ça que j'ai appris tout ça. alors, il y a Martha qui nous dit qu'elle est impatiente de lire ton livre. Je le mets en avant, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre, du coup, comme type d'idée? Tu peux nous dévoiler quelque chose ou c'est mystère pour ceux qui le Alors, verront? donc, c'est vraiment tous les pas, donc les 7 secrets, donc les 7 points les plus importants donc, à connaître et à Et suivre là, et là, pour atteindre l'amour de soi, en fait. d'accord. Comment atteindre l'amour de soi? Ouais. Et D'ailleurs, qui est pour moi vraiment l'essence même de notre existence. Et on dit tout souvent, part de là. c'est Tout ça. tout part de l'amour, de l'amour de soi, en fait. C'est ça, on dit souvent enfin, on dit souvent. Il y a dans certaines théories, tu vois, sur la confiance en soi et l'estime de soi, que l'amour de soi, vraiment, est le cœur, la base, en fait, de l'estime de soi, de la façon de s'évaluer. Au fait, la confiance en soi et l'estime de soi, ça vient de l'amour de soi. Si tu veux, la racine, c'est vraiment l'amour de soi. Après, c'est ce qui découle de l'amour de soi. Ok, alors je vais poser une question, mais bon, je sais. Non, mais tu vas me dire, bah oui, bien sûr et tout, quoi, mais parce que voilà, j'ai rencontré des gens, tu vois, qui ont, en tout cas, ont eu le sentiment de manquer d'amour dans leur enfance. Et du coup, de se sentir en difficulté pour aimer, en tout cas, aimer de façon forte, inconditionnelle, tout ça. Et même, ça a des conséquences après, même en termes d'empathie, tu vois. Quand tu n'as pas reçu beaucoup d'amour, bah, du coup, tu sais moins ce que c'est, etc., etc. Est-ce que enfin, quelque part, tu en es peut-être à la démonstration toi-même, mais enfin, est-ce qu'on peut donner un message d'espoir aux gens qui ont grandi comme ça, sans cet amour, dans leur jeunesse, dans leur enfance, et qui ont parfois du mal voilà, à pouvoir à s'aimer et à aimer les autres? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas reçu cet amour, comme moi-même, hein, c'est ce que je croyais au début, que mes parents ne m'aimaient pas, parce que voilà, donc comme ils m'ont laissé chez mes grands-parents, au fait, c'est pas du tout contre moi, et ce n'est pas du tout la vérité, mais il y a eu des circonstances qui ont fait que. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement associer nous à cette action-là et on va se définir.
Donc, on va dire directement, ma mère ou mon père ne m'aime pas moi. Alors que lui, peut-être qu'au fond de lui, il se déchire. Tu vois, tu peux pas savoir ce qu'il a vraiment et réellement poussé à faire ça. Ouais. Tu vois. Et ici, si j'ai quelque chose à dire ici, c'est que, au fait, quand on trouve notre amour intérieur, l'amour de soi, on va pouvoir en fait, le partager, on va pouvoir le donner autour de nous. Et c'est au moment où on le trouve, c'est à ce moment-là qu'on va comprendre les autres, même ceux qui n'ont pas donné de l'amour. Et toi, t'es convaincu qu'on peut le trouver? D'office. Mais il faut juste le chercher, il faut juste toquer à la bonne porte. Ouais, donc c'est cool parce que ça On veut a dire tous l'amour en nous. qu'on va pas perdre espoir. On peut perdre espoir et qu'on peut s'en sortir si on décide de s'en sortir et de Effectivement. chercher la bonne porte. Effectivement. On a tous l'amour en nous. Il faut juste enlever ces croyances, encore une fois, ces étiquettes qu'on a Mm. mises, tu vois. Yes. C'est C'est un simplement. beau message. Euh, est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Basma, qui te vient? On arrive, ça fait à peu près 20. Je vais représenter rapidement ton site. Donc, euh, donc voilà, donc je rappelle, hein, voilà, c'est pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. Voilà, donc sur ton site, hein, on peut trouver, c'est ça, un livre que tu offres pour les communautés des gens qui passeront sur ce live, en tout cas pendant un En fait, certain temps. il faut juste m'envoyer un mail et comme ça, il le rend gratuitement. Ok, voilà. Et donc, vous pourrez comme ça avoir plus d'accès à vous-même, à votre amour de vous-même, c'est ça? Et surtout, oser vivre, oser rêver, oser croire en vos rêves. Moi, Hmm. c'est ça aussi le message que j'ai envie de partager avec eux. C'est vraiment ne pas se limiter à une peur, ne pas se limiter à ce que a dit X, Y ou parce que un prof nous a dit que ça veut dire que c'est vrai. Il faut vraiment, si tu penses que tu peux le faire, ose déjà croire que tu peux le faire et fonce. Et si tu n'as pas comment faire, et ben, toque des portes. Cherche sur Internet. Regarde ceux qui ont déjà passé par là et qui ont peut-être écrit un livre, peut-être en fait une formation, peut-être en fait, je sais pas moi, un article, mais ne pas rester juste derrière la peur et dire ah non, en fait, je ne peux pas le faire. Parce qu'on m'a dit que je suis timide, parce qu'on m'a dit que je ne suis pas capable, parce que j'ai essayé des fois et que ça n'a pas marché. Peut-être à ce moment-là, c'était pas les bonnes. Maintenant, tu peux, ou peut-être que tu n'as pas pris la bonne direction à ce moment-là, ou tu Ouais. n'as pas tapé à la bonne porte. Non, c'est ça, on a besoin de pouvoir être convaincu, enfin, on a besoin d'y croire pour commencer à agir. Et c'est une question que je t'ai pas posée, tu l'as peut-être un petit peu dit, mais je voudrais juste. Toi, aujourd'hui, du coup, tu as pu te sortir de ta boulimie avec ce que tu as Oui, 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 complètement. C'est ça qui est fou, c'est voilà, des dizaines d'années de, je sais pas combien de boulimie, 15 ans. 15 ans de boulimie, et, ouais. Aujourd'hui, pour aider quelqu'un à sortir de la boulimie, c'est beaucoup de temps qu'il lui faut à cette personne, ou ça peut être. Alors, c'est un accompagnement de 6 mois. Euh, si j'ai des personnes qui ont plus que 30 ans de boulimie vomitif et voilà, donc qui est vraiment lourd et elles arrivent quand même au bout de 6 mois et Ouais. même avant, j'ai eu une après 32 ans de boulimie. Au bout de 5 mois, elle a pu finir vraiment une bonne fois pour toutes. Elle a enlevé ses médicaments alors que je lui ai pas demandé. Elle a, voilà, donc elle a retrouvé, vous pouvez même trouver les témoignages sur ma chaîne YouTube. Vraiment. Et c'est possible. Mais Bah, par bah, contre,
Ouais, ok, sur YouTube. Pour te trouver sur YouTube, c'est ton nom, ton prénom. Ouais, exactement. Et c'est possible. Mais par contre, c'est du boulot. C'est pour ça que je dis, moi, je travaille avec un programme. Donc voilà. Donc si je vois que la personne, elle est vraiment motivée, elle veut vraiment changer sa vie, on n'a qu'une seule, et qu'elle veut vraiment atteindre son objectif, bah, elle ne peut que y arriver. Moi, j'ai la méthode et je suis là avec elle toutes les semaines. Il y a un suivi, il y a, donc je laisse pas comme ça. Tout à l'heure, pendant le live, tu disais que pendant une période, tu cherchais dans les livres et dans tout ce que tu pouvais trouver la personne qui avait réussi à s'en sortir d'une certaine façon. Exactement. Voilà, aujourd'hui, Ouais, toi, tu es une de ces personnes, quelque part, voilà. exactement. Et Et, je l'ai pris comme mission de vie, ou d'aider les personnes justement à en finir avec ça. Parce que c'est pas évident de vivre avec une boulimie ou une anorexie ou même juste une hyperphagie. bah, Donc, ça peut entraîner des choses très graves, des choses très très graves. oui, oui, ça peut aller jusqu'au suicide. Hein, donc, moi, j'en ai fait déjà donc, une tentative, mais sauf que ça n'a pas marché. C'est ça. Donc c'est pour ça que ouais, c'est important même bah, voilà, qu'on regarde le live en replay ou maintenant. Si vous connaissez des gens qui peuvent être susceptibles d'avoir ce genre de problématique, ben voilà, ça peut peut-être sauver des gens, en tout cas, et enfin vraiment, de pouvoir leur donner accès à cette vidéo et voilà, et à ton site aussi, hein, finalement, voilà, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, déjà, il y a le déni parfois, c'est de ne pas reconnaître le problème, c'est de ne pas agir, Ouais, et puis c'est savoir quoi faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? exactement. Et des fois, on n'a pas les bonnes conseillers autour de nous aussi. Bah, tu m'as dit ton médecin qui te disait on peut rien faire. Exactement. Et Et ça, c'est un tu sais, oui, c'est un discours qui existe encore aujourd'hui, hein, c'était, oui, bien sûr. et pas que par rapport à la boulimie, hein, par rapport à même plein d'autres sujets. Euh, Par exemple, je me rappelle de l'histoire de, comment elle s'appelle? Tu sais, celle qui a écrit le livre qui est, euh, qui est devenu un film après avec Mike Douglas, à la recherche du diamant ou le diamant vert. Diamant vert, pour la pompe du diamant vert. Tu sais, elle qui a écrit, celle qui a écrit le livre, euh, quand elle était à l'école, elle était à sa dernière année, le prof lui a dit il faut arrêter l'écriture et il faut faire autre chose. Hmm. Et elle l'a cru. Et elle a arrêté. Et elle est partie travailler pendant des années comme secrétaire, tu vois. Et un jour, là où elle habitait, donc il venait faire justement un tournage de film et tout ça. Donc il demandait à avoir des figurines et tout. Et voilà, donc elle avait besoin d'argent à ce moment-là, donc elle a posté et elle était prise. Et à un moment donné, donc il y avait le producteur, ou enfin, je me rappelle plus vraiment bien de l'histoire, mais en tout cas, il lui a proposé d'écrire à un moment donné. Et elle lui a dit, mais non, mais moi, c'est pas possible, je ne sais pas écrire. Et oui, voilà, donc il a lu un article qu'elle a écrit, un bout de papier qu'elle a écrit, et donc il a vu qu'elle a fait une plume extraordinaire. Et donc, il a dit, mais tu écris super bien. Elle lui a dit, mais non, pas du tout. Elle a dit que j'étais nulle et que c'est pas pour moi l'écriture. Il lui a dit, non, 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 écris. Je vais te donner jusqu'à, enfin voilà, donc écris et donne-moi après ce que tu as écrit, je vais regarder. Et c'est comme ça qu'elle a fait le livre qui est un best-seller et puis ils ont fait le film avec. Donc, pour te dire. Donc ça, c'est le pouvoir des mots dont tu parlais aussi hein, tout à l'heure, de toute façon. Pouvoir des mots et croire à son rêve, parce que elle, c'est son rêve d'être, d'écrire, donc d'être auteur. Donc, c'est de croire à son rêve. Et sachez autre chose, vous ne pouvez pas rêver quelque chose si vous ne pouvez pas le faire. Si on peut pas le Le mental, il ne rêve pas quelque chose si tu ne peux pas le faire. faire. Donc si quelqu'un, par exemple, il a envie d'écrire, De le faire. voilà. Si tu tu sens que tu as envie d'écrire, que tu pourrais être un grand écrivain et que, en fait, il y a une part de vérité en toi qui alimente ce rêve, en fait. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Et les seules limites, au fait, c'est tu te limites, c'est toi-même. Donc, tu te limites toi-même.
Parce que comme tu ne sais pas que tu peux avoir ces capacités-là, que tu as déjà ces compétences-là, donc tu te limites en fait. En fait, le drame humain, c'est qu'on a un potentiel fou, mais il est invisible ce potentiel, puisqu'il faut le travailler pour qu'il se prenne réalité. Au fait, il faut juste enlever, tu sais, la terre qu'il y a dessus pour voir la lumière, tout simplement. Pour voir la lumière qui nous permet, qui fait écho à quelque chose, voilà, Ouais. et y aller, quoi. Et c'est vrai qu'on a tous ces programmes d'auto-sabotage parfois, et si tu as quelqu'un en plus qui vient te dire, ok, n'écrivez pas, vous êtes mauvais là-dedans. Non, surtout que c'est un prof universitaire Mm. qui te dit ça. Ouais, bien Donc, sûr, tu vois. c'est ça. C'est dur, ouais, c'est dur. Il faut, là, pour le coup, elle a été encouragée par quelqu'un qui avait aussi du crédit, je pense. Qui a cru en elle, qui a cru en elle et puis qui lui a donné justement sa chance. Mais je, Aujourd'hui, si vous êtes là, bah, votre chance, c'est vraiment c'est d'écouter donc ces mots-là. Et voilà, donc, on vous dit, croyez en vous, osez rêver et allez jusqu'au bout de vos rêves. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. on a vu tellement de gens, et c'est vrai, cet écrivain, mais il y en a plein, en fait, de gens qui on a essayé de casser leurs rêves. Et j'avais lu il n'y a pas longtemps l'autobiographie de Stephen King. Et c'est la même, enfin, c'est un peu une histoire aussi où, à un moment donné, il est prêt à tout lâcher, hein. Il est prêt à tout lâcher. Il écrit depuis très longtemps. Et puis, pendant 2 ans, il devient prof parce il vit pas du tout de ses livres. C'est impossible. Rien. Et pendant ces 2 ans-là, en fait, s'il n'y a pas sa femme qui le soutient dans son rêve, il dit, j'étais prêt à tout lâcher, à tout abandonner. J'avais même plus le temps d'écrire avec le boulot que j'avais. Et c'est parce qu'elle est là que voilà, il va pouvoir faire son premier truc. Et après avoir été refusé tellement de fois par des maisons d'édition, il y a un livre qui va commencer à percer. Et puis après, on n'aime pas, mais en tout cas, il a plutôt bien réussi. Oui, voilà. Après, Il a réussi dans ce qu'il aimait. mais ce qu'il faut apprendre de ça, c'est vraiment oser, oser aller au bout de vos rêves, oser rêver, oser ouvrir les portes et oser, même si on vous dit c'est pas bien du tout ce que tu fais là et non, c'est pas bon et tout. Si toi tu sens que c'est bon, tu sens que c'est correct, tu sens que ça vibre, il y a cette vibration de joie quand tu le fais. Peut-être c'est pas parfait, mais tu as cette capacité de le faire. Par contre, si tu fais quelque chose et que tu vois que tu n'es pas bien, que tu vois, tu le fais par automatisme, mais voilà, ça te procure pas de la joie, ça te procure pas de, voilà, pas plus que ça. Sache que ça, c'est pas pour toi. Même si c'est, Il faut de la joie dans le processus pendant qu'on fait la chose. C'est pas juste, je veux écrire un best-seller et, euh, et quand je l'aurais fait, que j'aurais vendu 100 millions de bouquins, je serais content. C'est vraiment pour prendre le plaisir quand on le fait. oui, ça c'est, et là donc on rentre encore beaucoup plus à l'intérieur de soi et d'aller chercher justement c'est quoi tes compétences, c'est quoi le diamant qu'il y a à l'intérieur de toi. Ouais. Euh, Ouais. C'est pas évident comme question, parce que les compétences, en même temps, des fois, il y a des trucs intuitifs qui sont forts et qui sont en nous, et en même temps, la compétence elle-même, il y a un savoir à apprendre. Donc, on n'est pas forcément au top tout de suite dans la compétence, tu vois. Et des fois, il faut aussi persévérer dans. On dit souvent d'ailleurs que enfin, je sais pas, le génie, tu vois, c'est 10% de talent et c'est 90% de boulot, quoi. Tu vois. Et que des fois, Ça, pour c'est sûr. Pour devenir performant, il faut passer à l'action et il faut de l'action. C'est tout à fait normal. Après, tu vas créer un automatique. Enfin, le cerveau, il va capter tout pour toi après. Et c'est comme ça que qu'on devient un génie. Donc, c'est oui. yes. Basma, peut-être, est-ce que je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, je pense on a fini sur des notes Foncez, très inspirantes. foncez et ne perdez plus votre temps à vouloir comprendre des choses qui ne vous apportent rien du tout. Allez chercher et comprendre des choses qui vous apportent que vous voulez. Et n'ayez pas peur d'aller chercher dedans, Mm, parce que même si N'ayez pas c'est des peur de choses qui sont, voilà, même si c'est des choses difficiles parfois, ça peut apporter après une transformation dans sa vie et une nouvelle vie en fait, une nouvelle vie. exactement. Je te remercie Basma d'être venu participer à ce live. À toi aussi, je te remercie. On a eu Merci, plein de- merci à tout le monde de leur présence. Merci à tous. Voilà, moi je vous retrouve jeudi pour un prochain live.
Et puis Basma, et ben voilà, si vous avez des gens autour de vous qui ont de la boulimie, qui ont des peurs, qui ont aussi envie de se reprogrammer le cerveau parce qu'ils ont des problèmes pour avancer, parce que Reprogrammer le cerveau, c'est vraiment, nous ici, par déprogrammation, chemin vers soi, c'est vraiment se reconnecter à qui on est vraiment. C'est vraiment enlever tout le conditionnement dans lequel on a baigné depuis l'enfance et enlever toutes ces couches-là jusqu'à trouver qui tu es, trouver ce diamant-là. Et voilà, comme ça, tu vas plus perdre ton temps par la suite à faire des erreurs et à voilà. Donc même les erreurs, quand tu vas les faire consciemment. Donc là, au moins, tu vas savoir que ça, c'est pas ça. Hop, je fais autre chose et je continue. Mais au moins, tu sais déjà où tu vas aller. ouais, c'est une Tu vie mets plus tout dans la devinette et tu laisses la vie t'emmener là où elle veut. c'est une vie qui, enfin pour moi, avec mes mots, c'est une vie plus authentique finalement. Exactement. C'est vraiment devenir conscient de sa vie. J'ai l'image de quelqu'un qui est dans. Euh, c'est comme si, au fait, maintenant, on est dans une voiture, on conduit une voiture. Je sais pas ce que j'ai avec les voitures. J'adore. T'as une voiture, Basma? C'est vrai que j'adore les voitures. Et c'est comme si, au fait, quand on vit inconsciemment, quand on connaît pas qui on est, c'est comme si on conduit une voiture et c'est la voiture qui décide la destination, le point d'arrivée. Et nous, on est là. On est un figurant dans la voiture, quoi. Et quand on vit consciemment, quand on prend conscience de notre vie, de qui on est et où on veut, et on donne vraiment une direction et un sens à notre vie, à ce moment-là, tu peux dire, voilà, je suis le conducteur de la voiture. C'est vraiment important parce que je peux dire que moi, à certains moments de mon histoire, et je pense d'autres personnes aussi, on s'en rend pas forcément compte, mais bien parfois on se désengage dans notre vie. C'est-à-dire qu'on laisse les autres faire nous guider un petit peu, ou les événements nous guider. D'ailleurs, on dit souvent, je vais attendre que ça arrive, ça va sûrement ça, etc. Et donc on perd ce rôle d'acteur. Moi, je leur dis, vous allez attendre encore combien de temps? Ouais. Voilà. Donc voilà, faut passer à l'action si on veut réaliser ses rêves. Tu valides ce mot de la fin? Exactement. Ok. Bien dit. Bah, on vous remercie. Merci à tous pour avoir suivi ce live, ce replay. Basma, encore une fois, je t'en remercie. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et si vous voulez aussi, donc vous pouvez venir aussi, il y a un direct le mercredi sur Love Connect avec Anne. Voilà. Sur Love Connected, c'est ça? Ouais. Sur votre page, yes. Donc au plaisir de vous y trouver, ça marche. À très bientôt. Merci à toi. Ciao, 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 ciao tout le monde. Au revoir.